l'une de mes premières OP en marchand de biens, ça a été d'acheter un immeuble qui est en mauvais état et que j'ai entièrement rénové avec maître d'œuvre, décoratrice, superbe artisan, exactement ce que j'ai fait lors de mes précédentes opérations en investisseur immobilier. Voilà, mais c'était la dernière. Déjà de manière générale, quand tu fais beaucoup de visites, tu te rends compte quand même de l'insalubrité de manière générale du parc immobilier, de la manière dont vivent les gens, de la précarité, du pauvre matelas qui est posé tout seul avec pareil quand même. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu peux imaginer des choses, mais c'est vrai que quand tu es confronté à des conditions de vie qui sont folles ou à des situations juridiques qui sont complètement loufoques, où tu ressors de là avec un sourire en te disant mais comment ils ont pu en arriver là. Ce qui est sûr, il y a un point commun, c'est qu'il n'y a pas de routine dans les enchères, quelles que soient les enchères. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Money Tree. J'y reçois Loïc Alain. Loïc, c'est un marchand de biens professionnel et comme il le dira très bien lui-même, c'est un marchand de biens à temps plein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de marchands de biens qui font ça un peu soirée week-end en mode récréatif. Et ben Loïc, lui, après avoir revendu les parts d'une société qu'il avait créée il y a une quinzaine d'années, il s'est lancé à temps plein dans le métier de marchand de biens. On va, avec Loïc, parler de ce qu'est le métier de marchand de biens, de ses avantages, de ses inconvénients, des erreurs aussi à ne pas faire. Il va nous raconter plein d'anecdotes vécues et vous verrez, c'est du vrai terrain. Loïc, il sévit dans plusieurs endroits en France, pas uniquement dans une localité. Donc, il pourra aussi nous parler de quelques projets. Voilà, sans plus attendre, je vous laisse écouter ou regarder l'épisode du jour et je vous remercie encore une fois pour votre fidélité sur le podcast Money Tree et je vous souhaite une excellente écoute ou un bon visionnage. Salut Loïc. Salut Julien. T'as vu comment on rentre dans le vif du sujet directement. Direct. Je sais pas, Laura nous disait non, mais ça enregistre déjà. Ah bon? Ok. On perd pas de temps. Voilà, on est là. On est là. Donc écoute Loïc, déjà, première chose, merci d'être venu à Toulouse parce que je sais que t'es pas d'ici. Tout à fait, je suis même loin d'ici. Voilà, loin mais d'ici. Ça fait plaisir de venir dans le sud. Comment on vient de Laval à Toulouse d'ailleurs? En avion, mais pas depuis Laval, depuis Nantes. Okay, même s'il y a un aéroport à Laval. Ah ouais, depuis Nantes. Ouais, facilement. Ouais, merci EasyJet. C'est combien Laval-Nantes en voiture? En voiture? Ouais. Je pense qu'il y a des heures et des heures. T'es pas... Et encore plus des heures si tu viens en véhicule électrique. Ouais. Mais t'as fait combien t'as fait comment de Laval à Nantes? En voiture. Ah, en voiture? Ouais, tout à fait. Oui. Ouais, il y a 2 heures. Et puis ensuite, il y a l'avion. Ok. Écoute, voilà, donc tu me disais, est-ce que tu sais où c'est Laval? Donc j'ai fait un peu mon malin, j'ai dit, je connais, c'est entre Rennes et Le Mans. C'est ça? Exactement, je pense que c'est la meilleure définition. Voilà. Et donc c'est vrai, quand tu prends la carte, il y a une petite ligne droite et tu mets Laval au milieu. À peu près. Ouais, tout à fait, la Mayenne, tout à fait. C'est une porte de la Bretagne et souvent, quand je parle de la Mayenne, je travaille souvent à Paris et je précise où se trouve Laval et j'explique toujours que c'est sur la route pour partir en vacances en Bretagne. Ah oui, c'est ça, des Parisiens. Ouais, exactement, c'est ça. Okay. Et en fait, ils passent tous par Laval, mais sans s'en rendre compte, quoi. Ok. Voilà. Bon, moi, je connaissais Laval au Québec, qui est la 3e ville du Québec. Ouais, qui est bien plus grand que le Laval en France. C'est ça. Qui jouxte Montréal, enfin qui est juste au nord du Saint-Laurent. Donc voilà, mon père y habite d'ailleurs, tu vois, pour la petite anecdote. Génial. Voilà. Ok, mais il y habite, mais toi, tu es né en France? Ouais, moi je suis né. Ouais, non, mais lui aussi. Alors lui, non, il est né au Portugal d'ailleurs, mais il est né au Portugal, il a vécu en France, ça fait 25 ans qu'il est là-bas. Moi, j'ai vécu à Montréal quelques années, mais voilà, lui, il habite à Laval. C'est un vrai, tu vois, il est intégré maintenant, donc il habite pas à Montréal, tu vois. Montréal, c'est la grande ville, c'est un peu. Voilà. J'ai eu l'occasion d'aller découvrir Montréal et Laval au Québec. Voilà. Donc Laval, c'est quand même plutôt dortoir, même si aujourd'hui il y a pas mal d'activités, mais c'est une très très grande ville. Hein, voilà. Donc, c'est immense, rien à voir avec nos 70 000 habitants. Ouais, c'est ça. Et les Montréal de France, il y en a aussi. Hein. Il y a pas mal de Montréal en France. Il y en a un dans l'Aude, un dans le Gers, et il y en a un autre aussi, je sais plus où. Figure-toi. Et il y a même des associations des Montréal de France. Enfin, une association des Montréal. Ok, et qui a 3 membres. Voilà, et par contre, on a 3 membres, c'est ça, 3 ou 4, je sais pas, il y avait la carte. Et par contre, ce sont très petits villages, tu vois, là, pour le coup, ça, c'est l'inverse. Oui, d'accord. Voilà. Bah, pour l'anecdote, en fait, moi, je suis pas du tout originaire de Laval, je suis né en Ile-de-France, mais quand je suis arrivé à Laval, je connaissais absolument pas la ville. Et dès que j'arrive, j'arrive en train et je sors mon smartphone pour chercher un bus. Et je tape bus Laval. Et là apparaît une carte et j'arrive absolument pas à situer la Mayenne qui ressemble pas du tout à ce que j'imaginais.
et je passe peut-être 10 minutes à comprendre où se trouvent les arrêts. Et en réalité, j'avais téléchargé la carte de Laval au Québec. Exactement, Ouais, compliqué. Donc j'ai commencé par mieux connaître le Laval du Québec que le Laval en Mayenne. Ah ouais, voilà. Ouais, bonne anecdote, j'aime bien. Merci. Je la ressortirai quand j'habiterai au Canada. Je suis pas si fier, mais ouais. Ok. Donc je te remercie encore d'être venu parce que voilà, t'es venu pour enregistrer cet épisode. Donc tu restes là à Toulouse ce soir ou... Je repars tout à l'heure. Tu repars tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure. Okay. Ouais, mais j'ai rencontré un autre copain marchand ce matin. Ok, Toulouse, cool. Je le connais ou pas? Non. Okay. Non. Enfin, lui te connaît pas en tout cas. Ok, donc peut-être que je le connais, mais il me connaît pas. Ok. Très bien. Donc tu es marchand de biens. Tu viens de le dire. Exactement. Voilà. On va parler aujourd'hui de marchand de biens. Et ce que j'aime bien dire, c'est que je suis marchand de biens à temps plein, parce que c'est vrai que c'est un métier qui est très à la mode avec beaucoup de marchands de biens. On va dire à temps partiel ou opportuniste ou le soir après 18h. Récréatif. Récréatif, aventurier, voilà, il y a plein de façons de les qualifier. Ceci dit, moi j'ai aussi commencé comme ça. Mes premières opérations de marchand de biens, c'était le soir et le week-end. Ouais. Mais effectivement, à temps plein et à fond, à 1000%, depuis un peu plus de 2 ans et demi. Ok. Alors, tu peux nous faire un petit topo sur ton parcours, justement, qu'on comprenne qu'est-ce qui t'a amené là? Ouais. Donc, j'ai 41 ans. 41 ans. Et en fait, j'ai un parcours... donc, j'étais diplômé d'une école d'ingénieur en 2006, donc c'était il y a 1000 ans. Mais avec ce profil, on va dire, très entreprenant. C'est-à-dire que... j'ai toujours été passionné par l'entrepreneuriat. Je m'en souviens quand j'étais au collège, je faisais des petits business plans sur tout un tas de trucs quand je m'ennuyais. Et donc je pense que j'avais déjà un petit peu cette fibre entrepreneuriale. Et j'étais diplômé en juin 2006. Et dès septembre 2006, je montais ma première boîte. Okay. C'était clair pour moi, je voulais absolument pas être salarié. J'étais salarié pendant toutes mes vacances quand j'étais étudiant, quand j'étais même au lycée. Et voilà, je savais que je voulais être patron de ma boîte. Sauf que n'ayant pas on va dire l'encadrement, les relations, le mentor et compagnie, je pense que j'ai fait ce qu'il fallait et ce qu'il fallait pas, et ça a été ultra formateur dès les premiers mois. Ok. Tu peux nous donner quelques exemples de ce qu'il fallait pas faire? J'ai l'impression de tomber vraiment un peu dans les clichés, mais 2006, donc entreprise individuelle à l'époque, donc voilà, je mène ma barque, et en fait avec un copain de promo qui est aussi entrepreneur individuel. On bosse pas mal ensemble, et puis on fait des premiers deals ensemble, et clairement on est sur un business lié à la formation professionnelle spécialisée en logistique, qui est la spécialité de mon diplôme d'ingénieur. Donc on s'entend bien, et on décide en janvier 2008 de créer notre boîte, notre SARL. Donc c'est génial, quoi. Tu montes ta première boîte, t'es associé 50-50, tu passes par l'avocat, t'es euphorique en fait. Sauf que tu penses que c'est le Graal, mais c'est que le début de tout un tas de choses. Et en fait, on crée les statuts ensemble, on signe. Je crois 2 jours après, on va rencontrer une première banque qui assez rapidement nous dit: allez, banco, on vous prête, je crois que c'était 15 000 € à l'époque. Ouais. Donc voilà, ça s'enchaîne. On fait très peu de chiffres, très peu de marge, mais ça commence. Et 1 mois après, mon associé de l'époque me dit: Loïc, en fait, je vais partir en vacances au Vietnam. Donc, il part au Vietnam pour 3 semaines. Et la dernière semaine, il m'appelle et il me dit: Loïc, je vais pas rentrer. Et je vais pas rentrer, c'est-à-dire, je rentre pas, je reste au Vietnam. Ah merde. Ouais. C'était ça que je disais à l'époque. Et en fait, il est jamais revenu. Il y habite toujours aujourd'hui d'ailleurs. Ça va, c'était pas au final un coup de tête. C'était pas un coup de tête. Non, tout à fait. C'était, peut-être à l'époque, mais en tout cas, il a sans doute fait les bons choix à son niveau. Mais il a été réglo. Il s'est senti obligé de rester pendant des siècles pour pas que tu lui reproches. À l'époque, j'étais moins philosophe parce que du coup, donc on était associés, on était engagés ensemble. Et il me dit: mais c'est pas grave, je reste dans l'aventure, on essaye. Sauf que décalage horaire, manque de proximité géographique, dépaysement culturel, ça n'a pas marché du tout. Donc en fait, on a réussi à se séparer à distance. Et en fait, en nous séparant, la banque
vient me voir en me disant Loïc, vous respectez pas le contrat de départ, donc on vous met en demeure de nous rembourser sous 3 mois si on prêté. Donc en fait là c'est un peu le désenchantement. J'ai plus d'associés, je dois de l'argent qu'on avait déjà dépensé en com et en marketing. En sortant de l'école. Enfin c'était la cata quoi. C'était la cata et hasard de la vie, du coup je me retrouve à Laval. Et je vais rencontrer les structures locales qui accompagnent les entrepreneurs. Et en fait, Laval m'ouvre les bras, mais très grands ouverts, en me disant écoutez, venez vous installer à Laval, vous créez de l'emploi, on vous prête, vous remboursez à la banque, on vous trouve des locaux, venez chez nous. Trop bien. J'ai dit allez, deal, on y va. Et ça, là, ils ont fait, je pense, un super choix, et du coup, moi aussi. Puisque la société du coup, que j'ai développée, dont le siège est à Laval et qui est toujours à Laval, quand j'ai quitté la société il y a 2 ans, on était à environ 40 collaborateurs. Et toujours spécialisé dans la formation professionnelle en logistique et en sécurité au travail. Tu l'as quitté parce que tu l'as vendu ou comment j'ai vendu mes parts à mon associé Didier et à un investisseur également extérieur. Ok. Bon, très bien. Donc, en fait, ça t'a pris quand même pas mal d'années, au final, cette activité-là. Ouais, ça a pris pas loin de 15 ans, environ 15 ans. Ouais, c'est ça. Donc, alors, évidemment, 15 ans, ça se résume pas en 3 phrases, mais c'était ascensionnel en termes d'activité, partie de zéro. Un peu plus de... pas donner les chiffres précis, mais plusieurs millions de chiffres d'affaires. Une belle machine. C'était une aventure formidable. Mais c'est vrai qu'arrivant aussi à l'aube des 40 ans, et puis au cours des aventures entrepreneuriales, parfois il y a l'entente, il y a la mésentente entre associés. Tout ça a fait que j'ai souhaité changer vraiment de cap. Et il y a un peu plus de 2 ans et demi, j'ai choisi de m'investir à fond sur l'activité de marchand de biens. Qu'est-ce qui t'a mis l'envie d'aller sur du marchand de biens? Parce que c'est pas un métier quand même qui est très connu. Ouais, un peu mystique. Tu venais pas du tout du monde de l'immobilier, ou de la construction, ou de la réno. Exactement. Non. Pourquoi marchand de biens? Parce que j'avais déjà un pied dans l'immobilier, en réalité. Je commençais mes premiers investissements en immobilier, comme je disais tout à l'heure, le soir et le week-end. Il y a 13 ans, je crois, 13-14 ans. Le parcours est assez classique. Il y a un premier appartement avec un prix absolument incroyable. Alors, c'est à Laval, c'est vrai, mais je l'ai acheté à l'époque 16 500 €. Ah ouais. Ça n'existe plus. Donc 16 500. Et puis, avec 2-3 000 € de travaux. Et voilà. Tu l'as toujours? J'ai toujours. Ah ouais, tu l'as toujours? J'ai toujours. Je sais pas si c'est symbolique, mais parfois je me pose la question, est-ce que c'est pas le moment de vendre ou pas, mais non, j'ai gardé. Il y a un peu d'affect. Et puis voilà, donc en fait, souvent tu commences comme ça, tu te confrontes à la réalité de la gestion locative, pour le meilleur et pour le pire, mais à l'époque c'était pour le meilleur. Voilà, donc du coup j'ai renouvelé l'expérience. Là on va dire, pareil, c'est un peu un alignement d'étoiles. Je venais de faire refaire ma maison avec un maître d'œuvre qui s'appelle Loïc aussi. Et Loïc me parle d'un immeuble complètement à rénover, un ancien hôtel à Laval. Et du coup, il me dit, il faut que tu le vois. C'est peut-être pas le moment pour toi, j'en sais rien, mais viens, je te le montre et puis on voit ce qu'on peut faire. Et effectivement, il me le montre. Moi, j'ai vraiment aucune expérience, aucun repère. Mais voilà, il me rassurait en tant que maître d'œuvre expérimenté. Et j'ai fait une offre qui est passée. J'étais hyper flippé. Je pense que j'ai passé plusieurs nuits blanches en me disant, mais attends, est-ce que c'est pas une connerie? C'est un hôtel, et pourquoi il ferme cet hôtel? Les chambres sont plus aux normes, d'accord, mais est-ce que c'est fait est-ce que ça va le faire pour l'investissement locatif? Et puis on est parti sur un chantier de rénovation d'1 an et demi. Et ça s'est bien passé. T'as fait quoi, des studios? Des studios, des T2, des T3. Okay. Ah oui, des T3 aussi. Ouais, T3. T3 avec cours, avec jardin. Et non, tout s'est passé vraiment de manière... Dans le but de garder ou de revendre? De garder. Ouais, vraiment, casquette investissement locatif. Et toi, zéro écueil. Tout s'est passé.
je dis bien zéro écueil parce que j'ai d'autres expériences depuis où il y a eu des écueils, mais c'est sûr que quand tu commences l'immobilier avec des galères, des difficultés, qui fait que tu loues mal ou que tu loues pas, je pense que tu persévères pas dans l'exercice. Oui. Mais voilà. Ouais, Okay. non, tout s'est bien passé. Puis voilà, Donc après, tu as multiplié les opérations à titre perso. Ouais, dans le cadre de cette SCI, effectivement, voilà, au bout de maintenant 13 ans, un certain recul sur la gestion locative. Beaucoup de... Voilà, forcément, on a des repères, hein, on sait ce qu'il faut éviter, on connaît les profils plus rassurants. Et aussi, je dirais, on met peut-être un petit peu moins aussi d'affect vis-à-vis des locataires, parce que au départ, c'était une activité très, finalement, intuitive, personnelle. Maintenant, c'est plus un business. Voilà. Donc, je le fais avec un peu plus de recul. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, j'ai toujours eu du mal à me détacher, effectivement, de ce côté. Tu as l'impression de rendre service à un locataire, tu vois. Moi, j'ai beaucoup, en plus, de jeunes étudiants actifs, et tu as l'impression d'être un peu le papa / la maman, hein, quand tu fais ça en couple et tout. Donc... ouais, c'est dur. Et là, tu vois, on vient d'intégrer chez Artae une personne qui était plutôt issue d'études en immobilier, d'agences immobilières, etc. Et qui, en fait, a fait de la gestion locative dans des agences. Et clairement, je suis content de l'avoir intégrée parce qu'elle fait pas de copinage. C'est passé bien, tout est clair, tout est carré. Tu vois, elle a le recul nécessaire et l'objectivité, exactement, c'est ça. Il n'y a pas d'empathie. Exactement. C'est hardcore, hein, mais... Non, mais je suis complètement aligné avec ce que tu dis. L'empathie, ça peut être un ennemi, mais toi, je te dis ça, mais en même temps, le locataire qui m'écrit à 13h30 le dimanche, il a sa réponse avant 14h. Et quand j'ai des parents qui visitent pour leur enfant, je leur dis, mais écoutez, si votre enfant il a perdu ses clés, il a oublié ses clés dimanche soir, vous m'appelez, on va trouver une solution. Mais voilà, c'est sympa parce qu'on le fait un peu. Exactement, on le fait un peu avec le cœur, mais la contrepartie, c'est que c'est pesant. Ouais, c'est pesant. Donc, des fois, il faut mettre un stop. C'est pour ça que moi, là, je suis content, tu vois, de déléguer ça en interne dans la boîte. Hop, c'est plus mes locataires, c'est les locataires de l'agence. Voilà, tu vois, c'est plus mon... félicitations, Julien, parce qu'en fait, quand tu arrives à ça, quand tu arrives à déléguer cette participation locative, non, mais c'est bien, tu as déjà un pied dedans, mais non, c'est hyper positif. Donc, ok. Et donc, est-ce qu'on pourrait faire un petit raccourci en disant, tu as vendu tes parts et tout ça, donc tu as eu un peu de cash, et tu t'es dit, avec ce cash, peut-être ça peut me faire un levier pour faire des opérations de marchand? Ouais, ça a clairement. Pour moi, c'était même une condition d'entrée dans ce métier. Parce que le marchand de biens, l'une des particularités, c'est qu'il y a une barrière à l'entrée quand même, qui est l'argent. Alors quand tu n'as vraiment pas d'argent, tu as des moyens d'entrer dans ce métier, mais c'est plus difficile forcément. Mais c'est vrai que c'est un peu l'une des singularités de ce métier, c'est que tu peux rêver de faire ce métier quand tu es petit ou adulte, mais tu peux avoir toutes les qualités, mais c'est vrai que clairement c'est une condition d'entrée. T'as pas besoin de diplôme, mais t'as besoin d'argent. Ouais, exactement, voilà, pour le meilleur et pour le pire, mais c'est ça. Exactement. Okay. Donc là, comment t'as fait pour démarrer au début? L'activité de marchand, j'ai démarré en faisant des choses très bien. J'ai fait des erreurs que je me suis promis de ne plus reproduire. Mais je dirais que au départ, j'ai cherché à être marchand de biens dans la continuité de mon costume d'investisseur immobilier. Et pour moi, je suis définitivement marchand de biens depuis que j'ai enlevé ce costume. C'est-à-dire que je pensais que le marchand de biens, c'était un peu le même, finalement, le même business. En réalité, absolument pas. Absolument pas. Ouais. Et en fait, comment j'ai fait un peu ce cheminement intellectuel, déjà en me formant. Ça, je pense que c'est essentiel. Toi, tu en as parlé spontanément juste avant. Hein. Il y a de diplôme de marchand de biens, ça n'existe pas. Le mieux à faire, c'est de lire, c'est de s'instruire, c'est de se former, et pas forcément de se former avec je caricature, une formation d'1 heure sur YouTube. Par exemple, moi, je suis une formation avec une juriste qui s'appelle Nathalie Balbo, pas loin de 3 semaines. Moi, j'ai complètement réinitialisé mon logiciel. J'ai très très mal dormi d'ailleurs les premiers jours, parce que je me suis dit, mais c'est pas possible, je fais tout à l'envers. Les impacts fiscaux, les règles fiscales sont
rien à voir. Ouais. Donc, c'est un exemple, hein, mais non, c'est vraiment un métier très différent. Et T'étais c'est tout vrai seul quand tu t'es lancé, tout seul ou quand je me suis lancé, Ouais. j'étais tout seul. Ouais, Pas ouais, associé tout à du fait. tout. Non, tout à fait. À la différence d'aujourd'hui où j'ai des salariés et des associés dans des structures particulières. Ouais. Mais non, je me suis vraiment lancé tout seul sans modèle. Sans modèle, donc je suis parti un petit peu la fleur au fusil, mais en fait j'avais aussi besoin de ça, hein. À 40 ans, c'était de retourner à l'essence même de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire repartir de rien, apprendre, écouter, voir, réagir, échanger, rencontrer et petit à petit essayer de voir un peu quel est le sens du vent et essayer de capitaliser sur tout ça. Et donc, toi, typiquement, qu'est-ce que je faisais? L'une de mes premières OP en marchand de biens, ça a été d'acheter un immeuble qui est en mauvais état et que j'ai entièrement rénové avec maître d'œuvre, décoratrice, superbe artisan, exactement ce que j'ai fait lors de mes précédentes opérations en investisseur immobilier. Voilà, mais c'était la dernière. C'était la dernière parce que les responsabilités sont très lourdes quand on fait des travaux vis-à-vis des acquéreurs finaux. Il y a le sujet de la fiscalité, il y a la longueur de l'opération, il y a le cash à mobiliser, tout un tas de sujets. Ouais. C'est quoi que tu retiens vraiment de cette opération? Parce qu'à la fin, t'as perdu de l'argent, t'as gagné de l'argent. Non, j'ai gagné de l'argent. T'as gagné de l'argent, mais par contre, t'as eu une charge mentale conséquente. Ouais, exactement, une opération longue. Ouais. Forcément, je pense que tu poses la question à n'importe qui fait faire des travaux. Ouais. Il va te parler de longueur du chantier, de surcoût, on avait prévu ça, il s'est passé ceci. Ouais, voilà. Donc ça c'est terminé. Mais c'est moi qui décide que c'est terminé parce que en réalité, c'est à ce moment-là que je découvre que marchand de biens, c'est pas forcément acheter, rénover, revendre. Tout à fait. Ouais. Et ce qui peut nous paraître à toi et à moi peut-être une évidence aujourd'hui, je pense que quand tu te lances dans l'activité de marchand de biens, ce que les gens vont avoir en tête, c'est la rénovation. D'ailleurs, l'un des synonymes de marchand de biens, c'est le promoteur rénovateur. Oui. Je pense que c'est hyper réducteur comme façon de décrire notre métier. D'ailleurs, je pense que ça correspond juste à une catégorie de marchands, mais oui, je pense que marchand, c'est pas forcément ça. Un marchand, comme son nom l'indique, c'est un commerçant. Donc, il achète, il revend avec une marge pour gagner sa vie, mais peu importe la manière dont il crée sa marge, voilà. S'il la crée sans apporter de valeur, sa valeur, elle aurait été créée juste parce qu'il a un sourcing différent, parce qu'il fait ça toute la journée. Exactement, parce que sa valeur ajoutée est ailleurs. D'ailleurs, moi, les meilleures opérations, je les ai faites sans faire de travaux. Toujours. J'ai pas fait que ça, j'ai fait aussi des travaux. J'ai fait moins d'opérations que toi, j'ai fait moins de travaux, mais clairement les travaux, je partage totalement ta vision des choses. Tu as la responsabilité, comme tu dis, qui est sur toi. Surtout que les travaux, c'est pas toi qui les fais, hein. Toi t'es pas censé faire des travaux, c'est les faire. Faut surtout pas les faire ça, parce que c'est toi, encore une fois, t'es un marchand, donc voilà, tu n'es pas un artisan, hein. C'est un peu là, souvent l'amalgame, je trouve, marchand-artisan, c'est un peu ce que tu dis, promoteur-rénovateur. Et après, effectivement, tu as le temps long. Plus tu portes une OP, plus tu sais que en fait, le coût de l'argent va être impactant. Et même si tu es en full fonds propres, les fonds propres qui sont mobilisés là, forcément, c'est qu'ils ne travaillent pas ailleurs. Donc, ça te pèse aussi. Alors, c'est moins impactant, mais dans les faits, ça te pèse. Effectivement, tu as peut-être un peu moins la pression des intérêts à payer, mais effectivement, est-ce que c'est le meilleur scénario? Parce que quelque part, tu ne les valorises pas non plus. Ouais, non, clairement pas. Mais oui. Mais effectivement, quand tu as compris que le marchand, ce n'est pas juste rénover, c'est là que tu t'interroges sur finalement la valeur ajoutée du marchand. Ouais. Et en fait, le marchand va pouvoir apporter sa valeur ajoutée sur plein d'autres sujets, sur sa capacité à acheter. Tu as des gens qui vont vendre dans le cadre d'une succession. Eux, ils vont vouloir vendre en 2 mois à quelqu'un qui achète sans condition suspensive. Ouais. Bon, là, ça clairement, il n'y a que le marchand qui va être capable de lâcher 100 000, 500 000, 1 million, voire plus, en 2 mois. Ouais. T'en as qui vont pouvoir régulariser une situation juridique, un squat. Là, je suis en train d'acheter un squat. Je signe mercredi. J'ai cru comprendre ça, j'ai vu sur LinkedIn. C'est ça, j'en parlais il y a 2-3 semaines. J'ai acheté, pareil, hein, je suis pas sûr de le refaire aujourd'hui, mais j'ai acheté un appartement qui était sinistré il y a 2 ans et demi.
un contentieux qui implique le syndic et plusieurs artisans sur un sujet de toiture, des infiltrations, etc. Moi, je l'ai acheté à une personne qui voulait absolument partir, qui vivait plus, c'était insupportable pour lui. Et je pensais qu'il y avait 6 mois de procédure juridique. Bon, finalement, ça a duré 2 ans et demi. Ah ouais. Et tu payes 2 ans et demi de charge et ton appartement, il n'est pas louable. Ouais. Donc, voilà. Donc, ce ne sera pas une mauvaise opération, mais ça aura duré 3 ans à la place de 6. Quoi. Puis il ne faut pas que ça vienne gréver d'autres opérations ou tu vois, t'empêcher d'en faire d'autres. Donc, Ouais, c'est toujours exactement. aussi une question de gestion, pareil, de trésorerie, d'entreprise, de projet. Exactement, Voilà. c'est ça. La gestion du stock financier, stock de biens immobiliers et le stock de ton temps disponible aussi. Ouais, c'est ça. Hein. Mais aujourd'hui, tu dis que tu as des salariés, tu as des équipes, donc tu as structuré les choses. Comment ça s'est passé pour structurer justement une boîte de marchand ? Alors ça, c'est une bonne question parce que là, pareil, j'ai l'impression, c'est ça aussi qui est très stimulant, mais j'ai l'impression de naviguer sur une feuille blanche dans le sens où des sociétés de marchands, on va dire structurées avec des équipes, des salariés, il y en a, j'avais déjà entendu que des boîtes de marchands avec des salariés, il y en a avec 2%. Ah oui, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a très peu. Voilà. Pourquoi ? Parce que finalement, c'est un métier essentiellement artisanal. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vont, grâce à leur propre réseau, en misant sur leurs finances et leurs compétences, développer leur business. Et ça fonctionne comme ça et c'est très bien. Mais moi, je suis persuadé qu'il y a quelque chose à faire en structurant, en automatisant, en déléguant sur certaines typologies d'opérations. Et c'est ce que j'essaie, c'est ce que j'expérimente aujourd'hui. Alors, on n'est pas nombreux, on est 3. Mais par exemple, moi j'ai Mélanie qui travaille sur qui fait ce premier tri sur le sujet des enchères. Ouais. Parce que les enchères, c'est quelque chose de passionnant sur lequel je travaille à fond depuis 1 an et demi. Ça représente beaucoup de sourcing pour toi ? Ouais. Proportion ? Ah ouais, c'est énorme parce que tu as plein de types d'enchères. Tu as les enchères judiciaires, les enchères à la bougie, tu as les ventes notariales interactives et tu as aussi quelques agences qui bénéficient d'un agrément pour faire des enchères en ligne. Donc en fait, tu as différentes sources. Tu en as qui sont très, on va dire, open data, d'autres qui sont beaucoup plus confidentielles. Et t'as des ventes aussi qui passent, qui sont pas du tout publiées et qui passent, je vais pas dire sous le manteau parce que finalement ça va être jugé publiquement, mais tu vas apprendre l'existence de la vente 2 jours avant l'audience au tribunal, quoi. Okay. Et donc en fait il y a tout ce travail d'aller dénicher l'information et d'aller surtout chercher les documents et les informations parce que ce qui peut paraître fou, c'est que tu connais la quantité de règles, de normes, d'obligations quand tu vends un bien. Oui. Bah, sache que le tribunal judiciaire, quand il vend, il fait fi de tout ça. Il peut très bien te dire tiens, on vend un appartement dans le 16e à Paris, mais tu n'auras pas la loi Carrez. Ouais. Ok. Est-ce qu'il occupait l'appartement ? Bah, tu verras bien. Ah ouais. Donc, et quand bien même il te dit l'appartement est libre, ça m'est arrivé plein de fois. C'est marqué il est libre. Donc, tu y vas dans l'idée de trouver un appartement vide et libre. Ouais. Et tu vois bien qu'il y a des choses dans le frigo, que tu as une veste par là, tu as un lit qui est. Enfin, clairement, il est presque encore chaud, quoi. Mais tu n'as personne. Tu n'as personne à qui parler. T'as l'huissier qui est là pour faire la visite, et lui, il te parlera pas. Bah oui. Donc, en fait, tu dis, mais en fait, je me positionne sur quoi ? Et comment je valorise, moi, mon achat en étant libre ou occupé ? Et non, je peux te raconter 1 millier d'anecdotes. Mais c'est intéressant, parce que tu vois, c'est un monde que je connais pas du tout, pour le coup, les enchères. Ouais. J'avais regardé vite fait, mais franchement, ça m'avait pas trop attiré. Et effectivement, j'avais cette image quand même de... Alors, il y a des créneaux de visite, je crois, c'est ça ? Tu as les créneaux de visite en amont ? Ouais, imposés. Ouais, c'est imposés, ça. voilà. Ouais. Donc, un peu cette image où tout le monde va en même temps, tout le monde se regarde un peu. Exactement. Tout le monde va montrer les défauts du truc, appuyer sur les défauts pour dégoûter les autres d'acheter. C'est ça, certains vont lancer des rumeurs. J'ai entendu que... Donc, voilà. Et c'est vrai que c'est un monde à part. Et c'est un monde où il faut du cash aussi, parce qu'il y a quand même des avances à faire. C'est ça ? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que la norme, c'est que tu dois apporter en chèque de banque 10% de la mise à prix. Ouais.
Ça, c'est la norme. Après, selon les tribunaux, selon l'avocat, il va te demander, certains vont dire non, c'est 10% du montant sur lequel tu veux enchérir. Ok. Bon, c'est écrit nulle part, mais lui a décidé que. Et tu dois aussi apporter souvent un chèque de banque, du coup, au nom de la CARPA, pour sécuriser l'avocat sur le paiement des frais. Donc ça veut dire que tu arrives, si tu avais par exemple imaginé enchérir sur plusieurs projets, il faut que tu arrives avec plusieurs chèques de banque. Exactement. Correspondant en avance, que tu fais faire en avance déjà. Ouais, tout à fait. Ouais. En fait, tu as toujours, enfin moi c'est mon cas, mais toujours plusieurs chèques de banque en avance, parce que j'ai pas envie d'aller à la banque toutes les semaines, parce qu'ils en ont marre de me voir, parce que quand j'arrive au guichet, ils disent non, ça va nous prendre une demi-heure. Donc non, j'ai toujours un petit stock. Donc avec des contrôles. Des contrôles. Ouais, c'est ça. Ouais. C'était une mise à prix à 74 000, il te faut un chèque de 7 400. Ok. Pour le. Mais si tu as 8 000, c'est bon. Ouais, tout à fait. Oui, ouais, exactement. Okay. Ouais, tout à fait. Et ça, 10%, c'est pour les enchères judiciaires au tribunal, donc. Mais si tu pars sur une enchère à la bougie organisée par les notaires, c'est 20%. Ok. Du coup, il s'éclaire vraiment la bougie Alors ça, c'était avant. Ça, c'était avant. Non, tu as des... en tout cas, pour répondre à ta question sur les enchères à la bougie, aujourd'hui, ce sont soit des bougies digitales, donc diffusées sur un écran, mais j'ai déjà assisté à des bougies électroniques. Okay. Le point commun, c'est qu'ils ont, en fait, ils se consument de manière aléatoire. Okay. Et c'est ça l'esprit de la bougie, c'est que ils allument une bougie, puis deux, puis dans certains cas, il y en avait trois, une troisième. Mais voilà, qui se consument de manière aléatoire, ce qui est très différent des enchères au tribunal, où tu as 1 minute 30 pour enchérir. Et une fois qu'il y a une nouvelle enchère, ça repart à 1 minute 30. Okay. Voilà. Okay. Ça dure combien de temps, une bougie, pour qu'elle se consomme ? C'est aléatoire. Mais en réalité, c'est entre 15 secondes et 1 minute peut-être. Ah oui, d'accord, ok. Ah ouais, c'est une petite bougie. Ouais, faut que ce soit dynamique. Ça va pas t'éclairer toute la nuit, quoi. Non, mais j'imagine qu'à une époque, il y avait vraiment des bougies incandescentes. Je sais pas, je n'étais pas encore né, je pense, j'espère, mais... Et ça représente combien, ces enchères pour toi, là, sur 10 projets, par exemple ? Actuellement, depuis que tu t'es vraiment mis aux enchères. Eh bien, écoute, j'ai regardé ça au mois de juin, parce qu'on m'a posé la question, mais tu fais combien d'enchères ? Et je n'ai pas su répondre, donc j'ai regardé justement avec Mélanie. Et en fait, de septembre à juin, on a étudié 150 enchères. Vous avez étudié 150 enchères. Sur 150, vous avez enchéri sur combien ? On a enchéri, je crois, sur un peu plus d'une centaine. Ah ouais ? Et sur cette centaine-là, je dois avoir 9 lots. Ok. Ouais. Est-ce qu'il y en a que tu as refusé, que tu as eu et que tu n'as pas pris finalement ? C'est-à-dire que oui, après la visite, on a effectivement décidé de ne pas enchérir. Ouais. Mais tu as enchéri, que tu as eu et finalement tu t'es rétracté ? Ça t'arrive ou pas ? La rétractation est impossible. Ah bon ? Je croyais que finalement tu pouvais retirer ton enchère et que quelqu'un... Oh non, ou alors... Non, c'est s'il y a une surenchère, c'est ça, derrière ? Exactement, c'est ça. Okay. Ouais. C'est-à-dire que dès lors que tu es déclaré adjudicataire, là tu peux plus faire marche arrière. Exactement, ça c'est terminé. Par contre, ce qui peut se passer, c'est effectivement tu as un délai de 10 jours de surenchère, durée lors duquel en fait quelqu'un d'extérieur, même s'il n'était pas présent à la vente, peut ça t'est arrivé ça ? Non, moi ça m'est jamais arrivé. Par contre, j'ai déjà déclenché une surenchère. Mais non, ça m'est jamais arrivé, heureusement. Ouais, donc c'est pas mal quand même, ou 10% de 10% finalement. 10%, c'est un peu le ratio sur les enchères auxquelles j'ai participé, mais en réalité, quand je te dis que j'en ai étudié 50, c'est 50 sur lesquels on est parti collecter les data et on les a analysés, mais en réalité, si tu remontes d'un niveau, ça dépasse les 200, où tu analyses l'annonce légale finalement, et tu dis on y va pas. En fait, c'est un système de filtre. Et en fait tu découvres un peu la réalité du parc immobilier. C'est beaucoup moins reluisant que ce qu'on peut voir à droite à gauche dans les revues immobilières ou sur LinkedIn ou ailleurs, parce que tu te confonds vraiment à la réalité.
Ouais, bah déjà, de manière générale, quand tu fais beaucoup de visites, tu te rends compte quand même de l'insalubrité de manière générale du parc immobilier, de la manière dont vivent les gens, de la précarité, du pauvre matelas qui est posé tout seul avec une chaise et une espèce de bouteille d'eau pour se laver les dents s'il se lave les dents. Exactement. Non, mais c'est vraiment, tu te rends compte de trucs vraiment complètement hors du commun. Quand tu rentres chez toi, tu te dis waouh, c'est pas pareil quand même. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que tu peux imaginer des choses, mais c'est vrai que quand tu es confronté à des conditions de vie qui sont folles ou à des situations juridiques qui sont complètement loufoques, où tu ressors de là, avec un sourire en te disant mais comment ils ont pu en arriver là. Bon, il y a toujours une explication et souvent on va dire un sujet assez grave finalement, mais ouais, ce qui est sûr, il y a un point commun, c'est qu'il n'y a pas de routine dans les enchères, quelles que soient les enchères. Non, à chaque fois c'est une situation différente. Si tu es un peu blasé dans ta vie, tu vas aux enchères, voilà, là tu vas retrouver des émotions, tu vas ça va t'occuper l'esprit, ça. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Et est-ce que tu peux nous donner pour revenir sur la partie marchande de manière générale, hors enchères, toi, sur des opérations, donc tu as fait une quarantaine d'OP, c'est ça à peu près. Sur la quarantaine d'OP que tu as faites, est-ce que tu peux nous donner les ratios de marge où toi, tu te refuses d'aller, par exemple, quand tu étudies un projet? Alors, et aussi rappeler peut-être la différence entre le taux de marque et le taux de marge sur le prix d'achat et sur le prix de revient et sur le prix de vente, qui sont deux indicateurs différents, donc pour pas se méprendre. Ouais, tout à fait. Alors, je peux être très original dans le sens où la marge que moi je recherche, c'est vraiment la marge classique que recherchent les marchands. C'est-à-dire que nous, typiquement, dans nos métiers, on va les viser du 20% hors frais financiers. Voilà. Donc ça veut dire quoi, 20%? C'est-à-dire que tu vas prendre ton prix de vente, t'achètes un bien, tu y amènes ta pâte, travaux, ce que tu veux, tes frais d'avocat, d'éviction, etc. Tu rajoutes ta marge, ça te fait un prix de vente. Ce prix de vente, tu fais 20% de ce prix de vente et ça doit être ta marge. Et je précise bien hors frais financiers parce que parce qu'a priori, quand tu commences ton opération, tu sais jamais combien de temps elle va durer. Voilà. Dans ta tête, tu penses toujours qu'elle va durer 6 mois. En réalité, c'est rarement 6 mois. Donc en fait, surtout si tu te fais financer, voilà, ça va venir dégrader ta marge. Donc moi en tout cas, mon ratio c'est 20%. Ok, 20% calculé sur le prix de vente. Donc, sur le prix de vente. Marge divisée par le prix de vente. Donc exactement, ça s'appelle un taux de marque en marketing et en commerce. Et taux de marge, c'est sur le prix d'achat. D'achat, c'est ça. Okay. Ouais. Mais je pense que effectivement. Enfin, le prix de revient de l'opération. Ouais, enfin en tout cas voilà, moi je travaille sur ce taux-là, ce qui est assez finalement attendu par les financiers. Exactement. C'est un peu leur repère. Mais ils te parlent de taux de marge, les financiers, alors qu'en fait, c'est pas un taux de marge. En termes de vocab, tout à fait. Ok. Voilà, après, je me suis adapté, mais ils te demandent hors frais financiers, les frais intercalaires et frais financiers, ils te demandent pas de les intégrer dedans. Alors, si, mais c'est-à-dire que quand tu décroches ton téléphone, tu appelles ton partenaire financier, si t'es à 15, il va dire non, parce que on va rajouter nos frais, vous allez descendre en dessous des 10, non, on ne fait pas, c'est trop risqué. Donc non, 20, et puis même moi, j'ai besoin de dormir nickel la nuit, donc je vais viser 20. Ouais, c'est très bien. Comme ça, si ça dérape, au pire, ce sera 15. Mais voilà, en dessous 15, c'est pas une super opération. Donc, pour reprendre l'exemple, pour ceux qui nous écoutent ou nous regardent, si tu prends une OP, grosso modo, à si par exemple ton OP, ça se vend 1 million d'euros, ok, ça veut dire que toi, ton prix de revient, il faut qu'il soit maximum de 800 000. Exactement, c'est ça. 800 euros. Ouais. Et de ces 800 000, plus tu portes l'opération, plus les 200 000 de marge peuvent être dégradés du fait des frais d'intérêt que tu peux avoir sur l'argent qu'on t'a prêté. Exactement, tout à fait. Ouais, c'est exactement ça. Okay. Et souvent, ces frais financiers sont un petit peu dans la construction mentale du marchand qui est sans doute très optimiste au départ. Elle est très souvent minorée. Enfin, moi c'était mon cas au départ. Je voyais ça comme des frais annexes. Non, en réalité, ça peut complètement bouffer ta marge. Clairement, parce que, on va dire, aujourd'hui, alors tu vas me le confirmer d'ailleurs, mais moi, la dernière OP de marchand que j'ai fait, j'étais à peu près entre 9 et 10 points au global. Quand tu prends le Ribor plus le spread, donc la marge que prend la banque sur le taux Ribor, alors je ne sais plus ce que ça veut dire le taux Ribor, mais c'est le taux directeur européen. Et ben en fait, ça dépend de quoi tu parles. Tu as le Ribor 3 mois. 6 mois.
Et 12 mois. Ouais. Effectivement, selon la banque, ils vont choisir du 3 mois, Ouais. du 12 mois. Ouais. Ils vont rajouter leur fameux point qui est la rémunération Qui est leur qu'ils marge, en attendent, fait. Ouais. Exactement. Plus, tu as dû avoir ça, une commission d'ouverture. Commission d'engagement. Voilà, ou d'engagement, exactement. Qui les est, frais de dossier. frais de dossier. Tu peux y rajouter les frais de garantie. Et puis, tu peux rajouter plein de choses, en fait. Parce que tu arrives facilement avec les taux actuels autour de 10%. Alors, ça dépend où tu te finances. Ça dépend où tu te finances et quelle ça. est la marge aussi. Ouais, c'est ça. Puisqu'en fait, ça dépend où tu te finances. Ça, je pense que c'est vraiment un sujet parce que avec le temps, je me rends bien compte que quand la marge est là et que l'opération, elle est fiable, dans le sens où tu vas investir... alors, je connais pas le marché toulousain, mais à Paris, tu vois, en dépit de la crise, c'est quand même un marché qui est assez maîtrisé. Les prix, dans 2 ans, ils n'auront pas fait moins 20%. Ouais. C'est assez stable. Et donc, quand tu pars sur ce type d'opération, une banque qui va venir te financer va dire « Ok, c'est une opération assez fiable ». Et la banque traditionnelle, donc les banques de détail, ils vont financer les marchands via des pôles IMO, exactement, qui financent les marchands, les promoteurs et les lotisseurs. Et eux, typiquement, ils vont être... donc là, si tu prends le Euribor qui est entre 3 et 3,5, ils rajoutent leurs 3 points, voire leurs 3,5 points. Ils arrivent à 7, tu rajoutes la commission d'engagement, commission d'ouverture, tu arrives à 8 points. Ouais. Voilà. Ça, 8 points, c'est ce que tu peux obtenir de mieux aujourd'hui. En sachant que j'ai découvert quelque chose, c'est que les fameux taux Euribor, ils étaient un peu plus élevés il y a 6 mois et encore 1 an. Donc moi naïvement je pensais que le coût allait baisser, mais non, parce qu'en fait ils augmentent de 3 points, certaines passent à 3,5 points, voilà, tout ça pour rester autour des 8%. Voilà. Après tu vas trouver des sociétés de crowdfunding qui vont être un peu plus chères. Et puis après tu vas trouver plein de solutions pour te financer, des fonds, des clubs, il y a plein de choses possibles. Moi, je l'ai fait sur du contrat d'emprunt obligataire en direct de gré à gré. Ok, très bien. Avec des investisseurs privés. Privés. Qu'attendez combien Je rémunérais 7% sur les 6 premiers mois, 8% sur les 6 mois d'après et 9% sur le 12e au 18e mois. Voilà, donc plus l'opération était longue, plus c'était rémunérateur pour eux, plus laisser l'argent, plus c'était rémunérateur. Et moi, plus ça me coûtait cher, donc plus je devais closer l'opération rapidement. Ok. Donc voilà. Très bien. En fait, c'est sur des petites opérations. J'avais fait ça sur une petite opération que je viens de rembourser tout le monde la semaine dernière parce que les pôles IMO dont tu parles, souvent il y a quand même un minimum. Et sur les petites opérations, c'est soit full fonds propres, soit tu dois te démerder pour aller trouver du financement. Parce que je sais pas comment ça se passe dans ta région. Mais nous, par exemple, ici, CIC, c'est plutôt 750 000 minimum. Banque Palatine, c'est 1 million minimum. Tu vois, si tu prends, on va dire, les plus ouverts comme BPCE, Caisse d'épargne, Banque Populaire, on va dire, ils sont à 400 000 minimum. Tu vois, moi, là, c'était une OP où j'avais besoin de 220K. Clairement, c'était soit je mettais en fonds propres, soit j'allais les chercher en direct. Ouais. Alors... Les banques qui disent nous c'est minimum temps, bon je pense que c'est aussi un moyen de filtrer. Oui, c'est vrai. Et de bosser avec les plus gros, je pense. Mais moi, ma première OP que j'ai financée, c'était avec le Crédit Mutuel, ils m'ont financé 130 000. Ah ouais. Mais donc, le pôle IMO ? Le pôle IMO. C'est fou parce qu'ils financent des promoteurs à 3, 5, 6, 10, 20 millions. Et donc le dossier, ça prend peut-être moins de temps ton dossier, mais quand même ça prend du temps. Tu vois, rien que l'instruction, la fameuse complétude et tout. Exactement. Donc je pense que j'ai eu de la chance. Mais depuis, ils m'ont financé d'autres dossiers à 300, 400, 500 000. Je pense néanmoins que la principale difficulté, c'est le fameux track record. C'est-à-dire que quand tu n'as pas d'historique, hyper difficile. Hyper difficile. Ceci dit, quand tu as une expérience d'investisseur immobilier, déjà, ça rassure. Et moi, je vois que le regard a changé dès lors que j'ai commencé à dire je suis marchand de biens et c'est mon métier. Oui, ça c'est certain. Ça a complètement changé l'accueil que j'ai eu dans ces banques-là. Ouais, c'est certain. C'est certain. Mais bon, moi, malgré tout, même en ayant fait des opérations, tu vois, avant, même des banques qui m'ont financé sur des gros projets, qui ont été franchement des succès, du coup, sur des plus petits projets, non. Ça ne nous intéresse pas, c'est trop petit. Ok. Donc, étonnant. Après, ça peut être, toi, la Banque Palatine, tu dis 1 million, c'est ce que j'ai toujours entendu de la part de la Banque Palatine. Mais, alors, elle m'a analysé des OP un peu en dessous.
Ok. Un peu en dessous, où j'avais besoin de 650. Mais voilà, parce que il y avait un truc qui était fait, un feeling, machin. Bon, au final, on n'y est pas allé pour une question de clause dans le compromis qui leur allait pas. Mais en soi, ils auraient pu, tu vois. Mais d'entrée, effectivement, si t'as pas, comme tu dis, de track record, etc., il y a une barrière à l'entrée. Déjà, comme tu disais, il faut du cash. Parce que aussi, les banques ne vont pas te financer tout court, d'ailleurs, souvent, hein, quelle que soit la taille du projet au départ, si t'as pas trop d'historique, ou si t'es pas associé avec quelqu'un, ou si t'as pas montré patte blanche en ayant fait un projet en fonds propres. Toi, c'était ton cas au départ, t'as fait un projet en full fonds propres? Ouais. Toute première OP en fonds propres. Voilà. Pour montrer que tu savais faire. Toute petite OP. C'était coût d'achat, c'était 40 ou 38 000, un truc comme ça. Ouais. Mais ça permet de montrer que voilà, tu l'as fait, tu t'es pas trompé, t'as fait une marge. Exactement, c'est ça. Il faut montrer patte blanche. Mais c'est vrai que c'est difficile. Maintenant, avec le temps et l'expérience, j'ai plutôt tendance à dire que là où tu as de la marge, au moins 20%, tu trouveras quelqu'un pour te financer. On a cité plein de solutions tout à l'heure, mais même tu trouveras des associés, des partenaires. Tu vas trouver du monde. C'est clair. Non, mais du cash, quand tu as le bon réseau et tout ça, il y en a. Tu te rends compte qu'il y a quand même de l'argent. Il y a des gens qui ne savent pas quoi faire avec aussi, franchement, qui sont bien emmerdés. Donc voilà. T'es presque là pour leur rendre service. Non, mais c'est vrai que ça se trouve. Non, mais bien sûr, il y a un côté fun aussi, parce que tu vois, ils ont l'impression de participer à quelque chose de concret. Tu vois, c'est pas comme tu mets ton pognon sur une assurance vie. En fait, tu sais pas vraiment où ça va. Exactement, c'est ça. Là, tu dis, attends, le mec, il fait un projet, il va m'envoyer des photos, il va me tenir au courant. Finalement, il participe aussi un petit peu à une aventure entrepreneuriale et ça concrétise, comme tu dis, l'investissement, quoi. Carrément. Est-ce que tu peux nous parler de quelques, justement, on va dire, erreurs, écueils que tu as pu vivre dans des projets de marchand de biens? Tu vois, si tu as des anecdotes à nous raconter sur... c'est quoi ton OP la plus pourrie, par exemple? Ouais. Alors attends, elle n'est pas terminée, mon OP la plus pourrie. Merde. Alors, tu sais pas comment elle va pourrir, tu sais pas dans quelle mesure attraper. Alors, l'un des secrets, je pense, pour réussir son activité de marchand, c'est... il y a des secrets, il y en a tout plein, mais je pense que connaître son terrain, c'est quand même l'une des qualités les plus importantes. Parce que évidemment, d'une ville à une autre, ça peut être différent. D'une rue à une autre, c'est très différent. Le début de la rue peut être bankable, la fin peut être totalement désuète. Et ça, tu te rends pas compte quand tu regardes DVF, en fait, pour chercher les prix. Et donc, pourquoi je te parle de ça? Parce que l'une de mes premières OP que je n'ai pas terminée, elle se trouve à Bordeaux. L'une des premières que tu n'as pas encore terminée. Ouais, exactement. Donc elle a 2 ans et demi. Quoi. Elle a 2 ans et demi, c'est ça. Et je le regrette, mais voilà, j'ai un plan B, même un plan C, on va dire. Mais en fait, j'ai acheté à la Bougie une maison, pas très loin de l'hôpital Pellegrin, donc plutôt bien situé, mais dans une rue qui a fait l'objet de préemption de la part de la communauté urbaine de Bordeaux, parce qu'ils avaient l'intention d'élargir un boulevard, et ça s'est pas fait. Donc en fait, ils ont conservé des maisons pendant des années et des années qui étaient inoccupées. Le quartier est devenu squatté, enfin reconnu pour être squatté, et voilà, moi j'achète dans ce contexte-là. À la mairie? J'achète via les notaires, mais effectivement à la Cube, la communauté urbaine de Bordeaux. Sauf que la réputation du quartier demeure aujourd'hui. Voilà, c'est pas, c'est resté un peu dans les idées reçues des Bordelais. Mais le vrai sujet, ce sont les prix à Bordeaux. Parce que c'est l'une des villes qui connaît le plus grand recul des prix au mètre carré. Il y a Nantes aussi, chute pas mal, non? Ouais, Nantes. Ouais, tout à fait, ouais. Il y a quelques villes comme ça, mais effectivement, Bordeaux est sur le podium, quoi. Et voilà, donc là, mauvaise pioche, parce que même si j'ai sans doute fait une affaire à l'époque, les prix n'ont fait que descendre. Et puis en plus, quand les prix descendent fort, t'as une deuxième vague, c'est l'attentisme, parce que les gens se disent non mais attends, on va pas acheter aujourd'hui, on va encore attendre 6 mois, ça descend. Donc en fait, non, c'est un peu un cercle vicieux, et là, il faut aller chercher un plan B, un plan C, et l'un des autres secrets du marchand, c'est d'avoir toujours un plan B et un plan C. Sinon, faut pas y aller. C'est quoi ton plan là? Pareil, je vais pas être très original, c'est de transformer cette acquisition initialement de marchand en investissement locatif. Voilà. Donc de te la revendre à toi-même?
ou de la garder, Ouais, ou de c'est la ça. revendre clé en main à un investisseur Ça va être plutôt de la conserver parce qu'en Ouais. fait, ça reste bien situé. Ça va se transformer en investissement finalement patrimonial Ouais, avec une rentabilité qui est pas folle, mais c'est pas une hérésie non plus. ouais, Voilà. ok. C'est sûr que moi, quand j'investis d'habitude, j'attends plutôt des rendements autour de 8, 9, 10. Voilà, je suis loin de ça. Quoi. Voilà. Ouais. Mais bon, ça te fait du patrimoine forcé. Voilà, c'est ça. Ça t'oblige à C'est pour ça que je suis pas totalement effondré, mais voilà. En tout cas, c'était pas mon plan. C'était mon plan A et qui ne s'est pas déroulé. Je suis un peu dans la même situation que toi. J'ai un projet là, merdique. Là, c'est ma bête noire. Pareil, ça fait 2 ans et demi que je l'ai. Donc on avait un in fine 2 ans dessus. Ok. Donc on a déjà renouvelé 1 an. Heureusement, on avait une clause de renouvellement pendant 1 an au taux initial. Donc Bien. c'est cool, tu vois, parce qu'on a un taux il y a 2 ans et demi. Ok. Donc ça, c'est très chouette. Donc ça nous a pas augmenté en fait aujourd'hui nos intérêts mensuels, intercalaires. Mais effectivement, alors là, il est sous compromis. Mais du coup, sous compromis avec des conditions que j'ai dû accepter de délai. Encore, je les ai un peu rabaissés, mais il y avait 14 mois de délai parce que c'est un mec qui achète pour faire du Malraux. Tu vois, Ah ouais, ok, voilà. d'accord. Donc il y a plein de notions d'archi, d'urbanisme, etc. Tu vois, De déclaration d'urbanisme. ouais, et encore, il n'y a pas de conditions de financement, pas de conditions de pré-commercialisation. Tu vois. Ok, donc c'est pas si mal, mais... C'est que de l'urbanisme et de la garantie financière d'achèvement. Tu vois, c'est tout. Voilà. Ok. Mais bon, c'est du délai, parce qu'à chaque fois, l'urbanisme, c'est un coup de 1 mois, 2 mois, puis c'est un secteur sauvegardé, donc tu as toujours 2 mois plus qu'un mois à chaque fois, la BF, le machin, le truc. Donc là, j'ai réussi à raccourcir à 8 mois, tu vois. Mais c'est 8 mois de portage financier. Où je sais, et c'est 8 mois où, surtout si ça va pas au bout. D'incertitude, mais c'est ça. Ça va pas au bout, je serai à quasiment 3 ans et demi de portage, tu vois. Donc là, pareil, je me dis, au bout d'un moment, je vais le racheter, je vais le garder, quoi. Ouais. Surtout qu'il y a un local commercial où il y a un très bon loyer au rez-de-chaussée. Ah oui, donc quelque part, tu finances tes moi, frais ça financiers me coûte rien. par les... En fait, ça me coûte rien chaque mois. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, la banque, il faut trancher, quoi, tu vois, il faut trancher. Donc voilà. Mais moi, ça me coûte rien, l'OP, donc c'est pas un problème. Parce qu'il y a heureusement, parce qu'il y a un loyer. Mais bon, tu as quand même 2 niveaux et demi au-dessus qui sont pas du tout exploités, quoi, tu vois. Ok, ouais, donc à la limite, tu as un manque à gagner, mais tu casses pas la tirelire non plus. Quoi. Non, voilà. Okay. Ouais, non, voilà. Mais par contre, si je le récupère à titre patrimonial, j'ai quand même 450 000 de travaux pour aménager le haut, quoi. Ouais. Donc, qu'il va falloir trouver. Tu vois, c'est pas prévu. Bien sûr, ça met du temps. Mais comme tu dis, c'est sûr que la solution, après, c'est de le garder pour soi et d'en faire un projet patrimonial. Ouais, c'est ça, complètement. C'est une belle adresse. C'est ça, c'est ton plan B. Et puis, voilà. Mais... Toi, tu l'as en fonds propres? Alors, je l'ai acheté en fonds propres et je l'ai fait refinancer par une banque de détail. Et donc, moi, en termes de délai, je suis bien. Mais, donc, sur un temps long? Sur 2 ans, mais j'ai pas encore atteint les 2 ans de financement. Donc, non, ça, toi, typique d'écueil. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Alors, je me suis fait des sueurs aux enchères. C'est pour ça que souvent, quand tu as des jeunes marchands qui viennent vers moi pour me poser des questions, il y a souvent la curiosité vis-à-vis des enchères parce qu'il y a ce côté un peu mystique, ce côté un peu loto, en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « Non, mais les enchères, les gens, ils font des affaires de dingue. » Non, les gens, ils font pas des affaires de dingue. Nombre de fois... Toi, la semaine dernière, je suis au tribunal de Créteil. Il y a un appartement, prix du marché 3 500. Il est parti à 4 500 du mètre carré. Ah ouais. Occupé. Ouais. Et toi, je te dis ça, c'est pour te dire que tu as des gens qui pensent, ils sont tellement persuadés qu'ils font des affaires aux enchères. Parce qu'ils sont aux enchères. Ouais. Parce qu'ils sont aux enchères, ils se laissent porter. Et en fait, les professionnels immobiliers, dans la salle, on se connaît pas, mais on se reconnaît, on se regarde, on se dit mais non, eux ils sont particuliers, ou alors ils sont jeunes marchands, mais non, il y a souvent un peu des délires comme ça. Mais non, moi j'ai déjà acheté des biens où j'ai trouvé une situation qui n'était pas du tout celle qui m'était décrite. Donc toi, j'ai déjà eu un sujet avec un immeuble qui était sous arrêté de péril. Sur les parties communes. Donc ça a des impacts. Pareil, état d'occupation qui n'était pas clair. Donc ça, c'était un immeuble sur lequel toi, tu t'étais engagé et tu avais eu le bien à la fin? Oui, j'ai eu le bien. Donc tu t'es positionné? Exactement. Okay, je me suis positionné, je l'ai vu et j'ai découvert.
Et tu l'avais pas visité avant? Si. Si, mais t'avais pas il manquait des documents, quoi. Comme tu dis, il manquait des choses. En fait, il n'y a pas le notaire qui est là pour faire le job, quoi. Alors, la petite histoire, c'est que c'était une vente à la bougie. Ouais. Donc, c'était par les notaires. Ah ouais. Et là, il y a eu un problème avec le notaire. Ok. Donc là, je suis un peu, on va dire, en contentieux avec ce notaire-là. Mais, pas évident, ça. Hein. Non, très, très, très compliqué. Mais bon, là, finalement, c'est un bien que j'ai pu revendre, mais pas du tout au prix que j'avais imaginé, puisque moi, je suis un professionnel et j'ai une information, et quand je ne l'ai pas, je vais la chercher, et je suis dans une transparence absolument totale avec les gens à qui je vends. Ce qui n'a pas été le cas quand moi j'ai acheté. Mais voilà, donc du coup, après, t'assumes. T'assumes et tu fais le nécessaire. Mais voilà. Autre bien que j'achète, c'est un bien libre d'occupation. Donc, ok, mais en réalité, je suis adjudicataire. Et au moment de signer les papiers, donc pareil, vente à la bougie. Donc je ne sais pas pourquoi, je demande, mais il est bien libre, le bien? Et la réponse, c'est oui. Oui. Donc quelqu'un qui te répond comme ça, ça veut pas dire oui. Donc je creuse et en fait la personne ne sait pas. Je dis mais en fait vous savez pas. Elle dit ben non mais je sais pas, c'est pas très clair. Je dis ok, donc il va falloir qu'on sécurise les choses. Et là, tu as affaire à des gens qui travaillent dans le droit, et eux, ils sécuriseront à rien du tout. C'est-à-dire que tu te débrouilleras quand tu auras les clés 3 mois après. Sauf que entre aujourd'hui et dans 3 mois, il peut se passer 1000 choses. Donc, c'est à toi, en tant que professionnel de l'immobilier, de faire le nécessaire et de naviguer un peu entre la réalité du terrain et ce que la loi t'autorise à faire ou pas, quoi. Et en l'occurrence, sur celui-là là, faut trouver les solutions pour. Mais il était occupé pour sécuriser. Je pourrais pas te dire. Ah ouais. Ah mais tu l'as pas eu encore? Si, je l'ai eu. Si, tu l'as eu. Si ta question c'est est-ce que ce bien a été occupé, j'avais la certitude d'une chose, c'est que je ne savais rien. Ok. Donc j'ai jamais rencontré personne dedans, mais il y avait des affaires, tantôt qui étaient là, tantôt qui étaient pas là. Mais tu pouvais quand même rentrer dedans, toi. En fait, les clés, la notaire disposait de clés, mais c'était pas les bonnes clés. Enfin, tu vois, c'était une histoire, une histoire à dormir debout, quoi. Donc prudence. Je pense que la meilleure façon de commencer quand tu es marchand ou d'investir, c'est surtout de ne pas aller vers les enchères. C'est trop délicat, trop risqué. Donc, non, faut y aller en étant avisé, en ayant un peu de cash de côté, parce que si tu te plantes sur ton opération, il ne faut pas la garder pendant 2 ans parce que tu vas rien faire à côté. Mais non, c'est la façon la plus cavalière d'acheter, ça c'est sûr. Donc prudence. Tu disais sur un autre sujet qu'au début, tu avais fait tes opérations tout seul, qu'aujourd'hui, tu es associé. Comment tu as structuré ça? Pourquoi tu es allé t'associer? Comment tu vis l'association aussi? Je la vis bien. Et alors déjà, pourquoi l'association? Parce que en fait, comme tu le sais, investisseur, marchand, enfin professionnel de l'immobilier, c'est une réunion de compétences, de savoir, de disponibilité, de tout un tas de choses. Et il y a des zones sur lesquelles moi des zones géographiques sur lesquelles j'avais envie d'aller, mais physiquement j'étais pas connaisseur, j'étais pas sur place, ce qui est une vraie, enfin ce qui pour moi est inconcevable avec le métier de marchand, c'est de pas connaître sa zone. Et en fait, dans mon entourage, j'ai trouvé des gens qui étaient parfaitement connaisseurs de leur zone, qui étaient soit marchands débutants, soit, on va dire, professionnels du bâtiment, mais qui avaient une vraie légitimité à travailler dans cette zone-là, mais qui avaient par contre peut-être pas l'expérience que j'avais sur les activités de marchand. Et du coup, toi, je reboucle avec le fameux Loïc dont je t'ai parlé en début d'épisode. Avec Loïc, je me suis associé sur l'île de Ré. Il habite en Charente. Donc on travaille là-bas. Et puis une autre marchand qui s'appelle Mathilde, que j'ai rencontrée en formation et avec qui je travaille sur l'ouest parisien. D'accord. D'ailleurs, on a été adjudicataire de vente il y a 3 semaines. Et là, l'idée, c'est de faire une boîte, un projet, ou une boîte, plusieurs projets, et rester associé plus sur du moyen terme, long terme? Ouais, l'objet, c'est plutôt, à la base, c'est une boîte égale un projet. Et si ça se passe bien, tu gardes la boîte et tu renouvelles les projets avec ce même associé. Mais c'est ça que je trouve ça génial quand tu es marchand, c'est que tu peux t'associer, faire une OP, tester ton associé,
Si ça marche, c'est génial. Si ça marche pas, bah tant pis. Mm. Tu fermes ta boîte et puis fin de l'histoire. C'est très différent d'un business qui est basé sur une exploitation commerciale. Totalement. Où là, tu t'engages sur d'autres délais, d'autres engagements. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord. Ok. Qu'est-ce que tu peux. Donc, tu as donné un conseil qui est ne pas aller sur les enchères si vous débutez. Mhm. Est-ce que tu peux donner des conseils sur quoi aller, comment chercher, comment sourcer un bien, sur quoi être vigilant aussi quand même, parce que tu parlais beaucoup d'une formation juridique, tu vois, sur quoi, parce que c'est vrai que c'est un métier qui est très complexe au niveau responsabilité et tout ça. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme bon conseil à des débutants qui voudraient se lancer dans le marchand? Je pense qu'il faut passer un temps absolument dingue sur l'analyse. C'est-à-dire que, en fait, il faut rester maître de ses émotions. Parce que tu as des moments où tu as très très envie d'acheter, mais pourtant il faut rester hyper avec la tête froide, réfléchir de manière toujours aussi froide. Et selon les moments de ta vie, parfois tu vas être peut-être trop motivé et tu vas passer à côté de choses évidentes. Donc non, garder la tête froide, passer un temps dingue sur l'analyse. C'est-à-dire que le moindre détail nécessite d'être investigué, de demander tous les documents obligatoires. Peut-être que j'enfonce des portes ouvertes, mais parfois, même moi, je me suis rendu compte qu'il y a des biens que j'avais envie d'acheter. Et j'avais une motivation qui était surdimensionnée. Alors, je ne savais pas pourquoi, et qui me faisait passer à côté de certaines évidences. Et il fallait surtout pas acheter ce bien-là, quoi. Donc, ouais, passer du temps à analyser et traduire toute information en chiffres. Voilà, c'est-à-dire que tout ce que tu vois, tout ce que tu notes... Combien ça peut coûter, combien ça peut rapporter. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, tout se traduit en chiffres. Hein. Tout doit se terminer dans un Excel. Et puis, c'est ton Excel qui te fait décider, puis point barre, quoi. Okay. Mais voilà, passer du temps là-dessus. Privilégier son réseau de proximité. Ses potes, sa famille qui bossent dans l'immobilier, son agence, ses agences de quartier, sa zone. Hein, je pense que c'est la façon la plus simple de commencer. Et puis voilà, de commencer petit au départ, forcément à hauteur de ses moyens, pas partir sur des délires, sur des sommes folles. Parce qu'en fait, on entend le métier de marchand, c'est un métier dont on entend de plus en plus parler, mais t'entends que des belles stories en fait. T'entends pas le marchand qui s'est planté parce qu'il en parle pas. Parce que t'as pas. Je pense que quand tu te plantes, t'as pas envie d'en parler. Mais en fait, toutes ces vilaines histoires, elles ressortent nulle part. Sauf que je crains qu'elles soient bien plus nombreuses que ce qu'on imagine. Surtout actuellement. Ouais, surtout. En fait, surtout qu'on est dans une période où en fait, c'était un peu l'Eldorado là, parce que tout se vendait à n'importe quel prix il y a 3-4 ans. Donc du coup, il y en a qui, avec un peu d'inertie, se sont lancés juste à la fin de ça, ont acheté dans ces prix-là, doivent revendre aujourd'hui avec des prix qui ont baissé, ou en tout cas, il y a une offre qui est supérieure à la demande pour certaines villes. Et du coup, effectivement, sont un peu collés. Voilà. Et je prenais l'exemple l'autre fois, d'ailleurs, moi j'ai un projet là où je suis en train de perdre 30 000 balles, quoi, mais vraiment perdre, hein, c'est pas du manque à gagner, c'est perdre 30 000 balles. J'aurais pas pu assumer ces pertes si j'avais pas fait d'autres projets à côté. Donc le mec qui se lance et qui fait un premier projet à moins de 30K et qui s'est lancé avec l'argent des autres, c'est quand même un peu compliqué, tu vois. Exactement. Je pense qu'il ne recommencera pas. Ouais, il ne recommencera pas et il va le payer quelques années. Ouais, exactement, parce que de toute façon, l'argent que tu dois le rembourser. Tu le dois. Quelle que soit la forme. Donc, non, c'est sûr, il faut être ultra prudent et éviter de se faire influencer par les stories que tu entends à droite à gauche. Quoi. Qu'est-ce que pour toi, qu'est-ce qui est une OP de marchand simple pour un débutant? Le cas classique, c'est un cas qui est rarissime. C'est-à-dire que tu achètes un bien pas cher et tu n'as rien à faire et tu le revends au prix du marché. Ce qui arrive extrêmement rarement. D'ailleurs, tu n'as pas vraiment de valeur ajoutée, sauf avoir du flair ce jour-là. Mais ça, c'est un peu un mythe. Hein. Moi, ça m'est déjà arrivé une fois, hein, c'est tout. Hein. Mais ça, c'est un cas formidable. Après, je pense qu'il faut appréhender ce métier en disant mais quels sont mes points forts pour bien déterminer là où il faut que tu mettes ta valeur ajoutée. Toi, moi, typiquement, je te parlais des travaux tout à l'heure.
Moi, je suis assez peu technicien. Les travaux, je sais en faire. J'ai fait plein de rénovations d'immeubles avec un maître d'œuvre, mais je vois bien que c'est pas ma tasse de thé, moi, les travaux. C'est pas là où je m'éclate. Donc j'ai arrêté parce on en a parlé tout à l'heure. C'est long, c'est pénible à gérer. Donc non, bien identifier là où tu vas trouver ta valeur ajoutée. Il y en a qui sont super forts en analyse du droit. D'autres ils vont, je sais pas, ils vont avoir une expérience et une appétence sur les châteaux. J'ai déjà rencontré un marchand, il fait que du château. Bon, je trouve que c'est un peu exposé comme activité, mais en réalité, quand tu prends un peu de recul, tu te rends compte que tu as plein de façons de te positionner en tant que marchand. Tu as ta zone géographique, tu as la typologie de biens. Tu en as qui vont faire que des studios, d'autres, je prenais l'exemple des châteaux. Tu en as qui vont faire que des enchères, d'autres que des successions, d'autres que des locaux commerciaux. D'autres que de la division foncière. Exactement, de terrain, de découpe d'immeubles. Vraiment lotisseur, Exactement, tu en as qui vont faire que des projets destinés à faire du Malraux. Il y a plein de façons de faire de l'activité de marchand. Ouais. Okay. Toi, je suis persuadé d'un truc et c'est ce qui me fait aussi prendre du plaisir dans cette activité-là. C'est que je suis vraiment, pour moi, le marchand, c'est un acteur de l'immobilier qui a un vrai rôle social. C'est-à-dire que si aujourd'hui, tu fais en sorte que ce métier n'existe plus, qui a une image un peu de cow-boy et ce qui n'est pas du tout la réalité, mais si tu enlèves les marchands, tu as une crise immobilière qui est encore plus forte en France. Oui. Et d'insalubrité. Exactement, et d'insalubrité. Parce qu'en fait, c'est quoi la conséquence ? C'est quoi la mission in fine du marchand ? Ça va être de rendre un habitat exploitable. Ou à partir d'un habitat, ils vont en créer 2, ils vont en créer 10. Mais heureusement qu'il existe, comme le promoteur. Si on n'y avait ni promoteur ni marchand, mais... ce serait une catastrophe. Ah oui, clairement. Parce que c'est pas les propriétaires bailleurs qui ont hérité de biens, etc., depuis des années, qui investissent dedans pour les valoriser, pour l'entretenir. Ça, c'est bien sûr. Non, mais c'est un métier, c'est certain. Ouais. Et peut-être que ce métier nécessiterait vraiment un parcours de formation certifiant. Ça, c'est certain. Franchement, mais ouais. Donc, c'est hallucinant quand même d'avoir un métier où tu as autant de responsabilités et si peu de qualifications en face. Tu vois. C'est vraiment... je veux dire, c'est comme si un chirurgien pouvait faire chirurgien du jour au lendemain, tu vois, et qu'on le rendait responsable de la mort de quelqu'un, mais qu'on lui disait pas pourquoi, tu vois, et comment faire, et comment l'éviter. C'est fou. Il te faut bien des formations pour être boulanger. Pourquoi pas pour être marchand. C'est fou. C'est fou. Ou pour bosser dans une boîte de marchand. Enfin, peu importe, mais en tout cas pour bosser sur ce type d'activité. Une idée à noter sur ta to-do list les 10 prochaines années. Ouais, non, c'est bon. Moi, je vais plutôt là, tu vois, tranquille. C'est vrai, okay. Ah oui, moi, les OP de marchand, c'est fini. Je déboucle tout et c'est fini. C'est vrai, t'arrêtes, ouais. Pourquoi t'as d'autres projets à côté ? Parce que, je voulais me focaliser. Je me suis toujours trop dispersé dans ma vie. Là, je voulais vraiment me recentrer sur quelque chose, sur Artaï et puis toute la partie invest clé en main. Et puis, ça me fatigue, en fait. Ça me fatigue parce que c'est long. Franchement, c'est long. Alors moi, des flips, j'en ai fait plus que toi, par contre. Tu vois, franchement, j'ai eu de la chance, sûrement, ou un bon sourcing, mais des allers-retours avec du quasiment x2, à la limite de la lésion, sur des OP. Génial. Ça me plaît, tu vois. Ça me plaît. Je cherche pas un associé à Toulouse, là, pour continuer l'activité. Écoute, non, vraiment, je veux plus trop... Donc ça, bon, je suis preneur, tu vois, s'il y a. Mais en soi, la division de bâti, les gestions d'Enedis, tu vois, les galères là, de délai, tu vois, on vient vous livrer le coffret, on vient pas vous livrer le coffret, puis on revient la semaine d'après, mais non, on n'a pas mis au planning, bon c'est bon, on a trouvé le sous-traitant, mais on sait pas quand est-ce qu'il va venir. Bon, en fait, moi, c'est Enedis, vraiment, ça me fatigue dans la division de bâti, c'est vraiment ça qui me fatigue, honnêtement. Parce que, en fait, c'est tout ce qui est monopolistique, tu vois, où t'as pas la main dessus. Franchement, ça me... Voilà. C'est une plaie. Je pense que tu prononces le mot Enedis ou Orange à des professionnels immobiliers. Je pense qu'on a tous des histoires à la. Moi, ça me fatigue. Et après, il y a un autre sujet qui me fatigue, c'est les acheteurs. Ouais. Franchement, c'est les acheteurs. Parce que moi, je suis vachement impliqué dans ce que je fais. Et du coup, ça me touche énormément à titre personnel. Tu vois. J'arrive pas, comme on disait tout à l'heure, tu vois, avec les locataires et tout, et j'arrive pas à faire la part des choses. J'arrive pas à être ferme. Donc, je dis oui à tout.
Et si je dis non, bah, je passe pour le connard qui dit non, tu vois. Et comme j'ai pas passé pour un connard, parce que j'aime bien voilà, que les gens ne pensent pas que je suis un connard, tu vois, bah, du coup, je dis oui à tout. Ça me fait chier parce que soit ça me coûte en temps, soit ça me coûte en argent, mais ça me coûte quand même. Et ça coûte pas à l'acheteur à qui j'ai dit oui, tu vois. Ouais, C'est ça le truc. sûr, et j'ai bien du sûr. mal à faire payer un truc en supplément. Ouais, Voilà. ouais. Et donc, ça m'emmerde. Voilà. Je Ouais, vois vous bien. pourriez nous repasser un coup de peinture là quand même avant la vente. Bon, ok. Ah, et j'ai vu qu'il y avait des meubles qui n'étaient pas montés. Vous pouvez nous les monter? Mais je croyais que c'était vous qui deviez monter. Ouais, mais j'ai pas le temps. Et donc, moi, j'ai le temps. Enfin, voilà. Ouais, non, mais Donc, bien tu sûr. vois. Ouais. En fait, je pense et qu'il existe chiant. Enfin, je comprends 1 million de fois ce que tu dis. Je pense qu'on a cette qualité ou ce défaut en commun. Non, mais je trouve une parade qui me va très bien. Parce que souvent, moi, je suis très partisan de on va dire la délégation. C'est-à-dire que l'idée, c'est de se concentrer là où tu es le plus fort, où tu es le plus judicieux. Et tout le reste, il faut déléguer. Et toi, moi, la vente, je suis bon ou pas bon, c'est pas le sujet, c'est pas ce que j'aime. Donc je délègue. C'est-à-dire que je peux acheter en direct ou via un agent. Si j'achète via un agent, je lui reconfie de toute façon la vente, mais quand même j'achète en direct, je passe toujours par un agent. Et ce qui me permet de mettre une barrière. Parce que, comme tu le dis, je pense que dès lors que par gentillesse ou bienveillance, tu dis oui pour le coup de peinture, en fait, ça, c'est que le début. Et puis, en fait, dès que tu as un contact direct, bah, c'est parti, quoi. Ouais, je suis d'accord. Totalement donc d'accord. Ça n'arrête pas. Ouais. Ouais. Totalement d'accord. Totalement d'accord. Mais le truc, c'est que moi, l'agence, c'est aussi nous, quand on commercialise. Et voilà, donc c'est un collaborateur de l'équipe. Et en fait, in fine, bah, comme c'est moi le vendeur, c'est plus facile de, tu vois, les gens le savent en fait. Oui, donc, bien sûr. T'es le décideur final. Voilà. Quoi. Et après, il y en a qui le savent pas du tout parce que voilà, mais ceux qui sont dans le réseau et qui arrivent comme ça, les acheteurs, forcément, voilà. Et d'ailleurs, là, j'ai le cas en ce moment à quelqu'un à qui je voulais pas vendre ce lot, je voulais vendre un truc qui tournait. C'est un lot, si tu veux, ce qui est dans un immeuble où il y a des parties communes qui sont encore à rénover. Mais ça, tu connais le sujet. Que quand tu vends des lots dans un immeuble où les parties communes ne sont pas encore finies, bah, du coup, il y a toujours la question de qu'est-ce que vous allez faire, sans être sur de la vente d'immeubles à rénover, hein, mais tu vois, qu'est-ce que vous allez faire, comment ça va être fait, nanana. Donc nous, ce qu'on propose de faire, c'est on vous laisse X milliers d'euros dans la caisse. Okay. Et vous refaites les parties communes quand tout le monde aura fini ses travaux. Parce que si tu vends des plateaux, tu refais les parties communes, autant te dire qu'à la fin de la rénovation des plateaux, les parties communes, elles vont être dégradées. Donc tu en as besoin d'un côté pour vendre, de les refaire, mais tu sais qu'elles vont être dégradées. Donc nous, on a dit, nous, on va pas... C'est trop subjectif de vous dire ce qu'on va faire, etc. Même s'il y a un petit cahier des charges et tout que tu peux annexer à l'acte. Donc on leur dit, on vous laisse. Ah oui, mais d'accord, mais ça, vous allez refaire tout ça. Et au bout d'un moment, tu vois, tu es obligé de dire stop. En fait, vous allez être copropriétaire, vous allez prendre des décisions collectives avec d'autres personnes, il va falloir vous entendre avec eux. Et ça, les gens, des fois, ont du mal, tu vois. Et combien je vais payer de taxes foncières? Mais j'en sais rien. Et combien j'ai payé de charges de copropriété? J'en sais rien. Bien sûr. Enfin, tu vois. Ouais. Et en sachant que tu ne revends pas du neuf. Non. Ouais, non. Parce que ce genre de sujet où oui, mais vous m'avez dit passer un coup de peinture parce qu'en fait on a vu la chambre, bah, finalement le mur il est comme ci, il est comme ça. Ouais, ouais mais vous achetez à un prix attractif, mais c'est pas du neuf. Oui. Donc oui, t'as certains qui n'arrivent pas à faire la part des choses et puis on te demandait. C'est ça. Demander tout, ouais. Voilà. Mais comme tu dis, effectivement, c'est dès que tu laisses un bout là de doigt, hop, ça te bouffe le bras et ça te bouffe la tête surtout. Ouais. Enfin, et toi, je pense vraiment que ça, c'est l'une des valeurs ajoutées de l'agent immobilier, c'est qu'en plus d'aller chercher un acquéreur, il va se positionner entre les deux et il va arrondir les angles. Ouais. Et sur le prix, évidemment, mais aussi sur les autres conditions. Et toi, alors, ça, c'est pareil, hein, je ne sais pas si c'est l'un de mes défauts ou pas, mais... moi, je refuse d'être présent aux signatures chez le notaire. Ouais, moi, ni je le fais plus non promesse, plus. ni acte. Je le fais plus non plus. Ouais. Bon, déjà, ça prend du temps, c'est une chose. Même si j'adore mon notaire qui est un ami, non, j'y vais pas parce que je ne veux pas rencontrer les gens. Parce qu'on reste des hommes et des femmes, on est des animaux sociaux. Et puis, toi, tu restes 1 heure avec la personne, tu discutes. Tu sympathises, tu laisses ton numéro, bah, c'est fini. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ça, j'ai arrêté de le faire aussi. Et voilà, franchement, je dis proc. Ouais, exactement, c'est ça. Voilà, faites sans et moi. t'optimisé ton agenda au passage. Ouais, non, mais carrément. Déjà, t'économises du temps. Et franchement, oui, non, t'as plus envie d'avoir ces questions, ces trucs. Puis il y a toujours des choses qui arrivent sur la signature, tu vois. Exactement. Mais oui, vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça. Non. Exactement, voilà. C'est ça. Ouais. Au moins, t'es pas là, quelque part, c'est déjà un peu verrouillé dès le départ. Ouais. C'est ça. Ouais. Et in fine, les gens signent quand même.
En fait, tu te rends compte qu'il n'y a pas, Ouais, vraiment de problème. sauf certaines exceptions, Oui, mais oui, mais globalement, c'est ça. Ouais, tout à fait. Ouais. Bon, merci Loïc, je pense qu'on a fait un bel échange sur le métier de marchand. Est-ce qu'avant de conclure, tu vois des choses à ajouter qu'on n'aurait pas traitées? Je pense que on pourrait parler, rester encore des heures à parler de l'immobilier et du métier de marchand. Non, c'est sûr que c'est un métier qui est passionnant, qui est très pluridisciplinaire, qui est un métier de bureau, un métier de terrain, un métier de relation, un métier très intellectuel. Un métier d'argent, un métier de risque, mais c'est un métier formidable. Moi, j'ai voulu changer de vie à 40 ans parce que j'avais envie de retrouver des émotions. Voilà, ces émotions, je les ai retrouvées. Voilà, c'est génial. Alors, je dis pas que parfois il y a certains moments qui sont pas délicats, surtout quand tu as des sujets de trésorerie. Mais dès qu'on est chef d'entreprise, tu sais ça aussi bien que moi. Voilà, il y a des problématiques communes. Et d'ailleurs, c'est ma vision du métier de marchand de biens, c'est que c'est avant tout un chef d'entreprise. Et voilà, mais avec des responsabilités un peu plus fortes en immobilier que d'autres cas. Voilà. Merci pour tout ça et cette conclusion. Et on peut te suivre sur LinkedIn, parce que tu es actif sur LinkedIn. Tout à fait, j'essaie. Loïc Alain avec 2 L. Exactement, 2 L. C'est ça. Voilà, donc tapez Loïc Alain sur LinkedIn et abonnez-vous à Loïc. Voilà, il partage. Et d'ailleurs, tout à l'heure, ce que tu disais, ça fait écho un peu à ta présentation sur LinkedIn de profil, quand tu dis que le marchand de biens est vu comme un mec qui fait du business, prend du cash et s'en va vivre à l'étranger, au soleil, tu vois. C'est ça. Mais effectivement, c'est l'image un peu du marchand. Elle est en train de changer quand même depuis 3-4 ans, là, je pense. Oui, ça change. Ouais. Mais tu vois, je mens pas. Hein. Moi, je vis à Laval. C'est pas le pays le plus ensoleillé, c'est sûr. Mais on y vit très bien. Mais merci à toi, Damien. C'est très sympa de discuter. Avec plaisir. Merci d'être venu. Voilà. Et merci à tout le monde aussi de nous écouter et de nous regarder. Partagez l'épisode autour de vous pour les gens qui seraient intéressés par le marchand de biens au sens large. Et puis, n'hésitez pas à contacter Loïc si vous avez des questions. Il vous répondra aussi. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Voilà. Merci. Bye bye. Ciao, ciao.